Rebonjour à toutes et à tous. Je parle un peu fort parce que nous sommes ici dans cette salle bien sonorisée, mais nous avons 300 participants, non pas en l'air, mais chez eux, ou à leur cabinet, ou dans les tribunaux, ou à la campagne, qui suivent ce colloque avec nous, qui sont avec nous. Et j'ai bien entendu, et je vais veiller sur cette table ronde à transmettre les questions, parce que énormément de participants souhaitent interagir avec vous, vous poser des questions. Et donc, je vais veiller sur cette table ronde qui commence presque à l'heure, à garder un temps d'échange avec vous, chers intervenants. Alors, la table ronde de ce début d'après-midi est intitulée « Combinaison des CRPC et des CEGIP, enjeux, défis et perspectives ». Un autre titre avait été proposé. Et puis finalement, on s'est dit, non, on ne va pas parler de ce à quoi tout le monde pense lorsqu'on parle de lorsque la CEGIP et la CRPC déraillent. Non. Mais bien évidemment que cette affaire est une illustration de ce manque de coordination ou de ces problèmes que pose la coordination entre CRPC et CCJIP. Et pour en parler, nous avons invité un panel d'honneur, de professionnels extrêmement compétents. Nous avons d'abord Astrid Mignon-Colombet, qui commencera tout à l'heure, qui est avocate associée au cabinet Auguste de Bougie. Faut-il encore la présenter? Si dans notre profession, ce matin, je parlais de Trinité, elle serait ici la papesse du droit de la CEGIP. Donc, elle écrit beaucoup également. Elle a notamment publié, elle vient de publier dans la revue Esprit, qui vient de sortir un article sur la justice négociée. Elle publie également dans différentes revues juridiques et notamment la Semaine juridique. Je crois, Astrid, tu m'as dit qu'un autre article était paru. Et elle est donc, elle va commencer cette table ronde. Nous aurons ensuite François Saint-Pierre. Alors François Saint-Pierre, s'il te plaît Stéphane, est-ce que je peux te demander une contribution de prendre le sac qui est là? Le noir, oui, s'il te plaît. Le sac noir. Ouais, oui, celui-là. Pourquoi? Parce que dans tout sac d'avocats pénalistes, il y a un ouvrage qui s'appelle Pratique de défense pénale. Et même lorsque je n'ai pas d'audience, je l'ai avec moi pour le consulter, car on ne sait jamais, une garde à vue est vite arrivée. Bien, eh bien, François Saint-Pierre est l'auteur de cet ouvrage que je vous recommande, qui est dans la bibliographie que vous allez recevoir. Nous avons fait une bibliographie pour vous présenter différents articles et ouvrages sur le sujet. Nous avons également avec nous Marion David. Marion David qui est auparavant. Nous avons également avec nous Marion David. Marion David qui était auparavant au Parquet national financier. Certains vont me dire, mais Mathieu, il n'y a que des magistrats ou d'anciens magistrats du Parquet national financier. Et c'est vrai que dans ce colloque, on leur a fait une part belle. Et c'est tout à fait justifié parce qu'ils sont à la pointe de ces nouvelles pratiques. Eh bien, Marion David est aujourd'hui presque consoeur. Elle va prêter serment dans quelque temps et elle a rejoint déjà. C'est déjà le cas, Marion? Donc bientôt. Et elle a rejoint le cabinet Gide. Et puis, nous avons monsieur le premier vice-procureur financier, Jérôme Simon, qui est donc au PNF et qui était auparavant conseiller pénal à la chancellerie auprès du garde des Sceaux. Enfin, nous aurons en avant-dernière intervention un confrère qui n'est pas à cette table car il est dans un avion, mais nous allons nous connecter avec lui et surtout, parce que je ne pense pas qu'il puisse faire son intervention de l'avion, eh bien, nous allons passer la vidéo de son intervention qu'il nous a envoyée. Il s'agit de notre confrère Philippe Goussens, avocat chez Altana, Advent Altana.
Astrid, je te passe la parole. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vérifie. Est-ce que vous m'entendez bien? Non. Hop, voilà. Ah, voilà, beaucoup mieux. Merci Mathieu pour ces propos introductifs. J'ai l'honneur de commencer cette table ronde effectivement sur un sujet peu traité en tant que tel, et j'ai aimé l'intitulé très modéré de ce panel, puisque nous allons étudier ensemble les combinaisons des CRPC et des CGIP, enjeux, défis et perspectives, ce qui suppose, puisque vous avez déjà été là ce matin tous, de bien connaître et la CGIP et la CRPC, et de comprendre aujourd'hui comment est-ce que, lorsqu'elles sont combinées, tout peut dérailler ou au contraire, tout peut fonctionner. Et donc, nous allons nous intéresser, moi, dans mon premier propos introductif, je vais essayer de présenter un petit peu le constat de cette utilisation combinée qui est récente, et puis, effectivement, les différents enjeux, difficultés au regard des droits de la défense, de l'atteinte potentielle à la présomption d'innocence que posent ces instruments lorsqu'ils sont combinés entre eux. Déjà, peut-être quelques chiffres pour qu'on les ait en tête. On les a eus à la dernière table ronde en fin de matinée. 35 CGIP. À chaque fois, on dit des chiffres différents, mais c'est important de savoir que toutes CGIP confondues, il y en a 35, y compris les CGIP environnement. S'agissant des CRPC, je n'ai pas le chiffre global, mais pour notre propos de cet après-midi, nous allons principalement nous attarder sur le sujet des infractions en matière économique, financière, fiscale. Et donc, j'ai pris le parti de regarder pour 2022 le nombre de CRPC en matière fiscale. Et il y en a 63 en 2022. Et puis j'ai entendu ce matin, donc c'était monsieur le procureur européen, nous dire qu'il y avait pour les CRPC européennes, oui, pour les CRPC européennes, nous en avons 19. Quand j'appelle CRPC européenne, en réalité, c'est des CRPC nationales, mais conclus par le parquet européen. Bon. Donc, des chiffres qui peuvent paraître peut-être pas très élevés, mais comme le soulignait la professeure Marianne Friese-Roche ce matin, peut-être porteur d'un modèle pour l'avenir, et en tout cas d'interrogations sur la manière dont ils fonctionnent ensemble dans des domaines similaires, donc que ce soit les infractions en matière d'atteinte à la probité, en matière fiscale notamment. Et donc, notre question du jour, parce que je pense que réellement, ce qui est intéressant pour nous, c'est quand elles sont utilisées, quand ils sont utilisés, ces instruments de procédure pénale, CGIP et CRPC, de manière combinée entre elles. Qu'est-ce que ça veut dire? L'enjeu, c'est lorsque une personne morale, plusieurs, et une personne physique ou plusieurs, sont simultanément mises en cause dans une procédure ou poursuivies pour les mêmes faits. Et que pour une partie des faits, la CGIP est l'instrument ouvert, et l'instrument ouvert exclusivement, comme vous le savez, à la personne morale. Tandis que pour les personnes physiques, et toutes les personnes physiques, qu'elles soient dirigeants, cadres, salariés, eh bien, seule, pour se faire simple, la CRPC, donc la procédure de plaider coupable, qui est une procédure simplifiée de condamnation, ce n'est pas une alternative aux poursuites, mais une modalité simplifiée de poursuite, est ouverte aux personnes physiques. L'enjeu de cette utilisation combinée, c'est évidemment de tenter un règlement combiné, voire coordonné autour des mêmes faits, puisqu'il y aurait un principe de bonne administration de la justice qui nous dirait qu'il vaut mieux juger toutes les personnes en même temps pour les mêmes faits, que ce soit au terme d'une procédure qui nous envoie au procès ou d'une procédure négociée. Sauf que la difficulté dans notre circonstance, puisque nous sommes là pour parler de la justice pénale négociée, c'est que nous n'avons pas d'instrument strictement équivalent pour les personnes morales et pour les personnes physiques. Comment fait-on? On essaye. Alors, les lignes directrices du parquet financier exposent
en quelques lignes, pardon, c'est le cas de le dire, et comment pourrait-il en être autrement, qu'on vise un règlement simultané quand le dossier probatoire le justifie et les faits concernés le permettent. Certes. Mais concrètement, comment avoir l'assurance de ce règlement combiné? Difficile quand les deux instruments ne sont pas soumis au même régime juridique. En deux mots, vous le savez déjà, donc je ne vais pas le répéter, mais la CJIP ne postule pas de reconnaissance de culpabilité. C'est une différence fondamentale avec la CRPC. Les conditions de validation, d'homologation des deux procédures ne sont pas les mêmes. Juge de la validation pour la CJIP, juge de l'homologation pour la CRPC, avec un pouvoir d'appréciation des circonstances, de la personnalité de l'intéressé et des faits qui est beaucoup plus important pour le juge de l'homologation que pour le juge de la validation. D'où des situations possibles et réelles de cacophonie entre ces procédures et un sujet d'articulation. Et puis, il y a un nouveau sujet qui est probablement, très probablement inspiré de la pratique américaine, qui est l'utilisation de la CRPC, puisque là, j'ai parlé de manière simplifiée de la CRPC ouverte aux personnes physiques, mais la CRPC, comme nous savons tous, est également ouverte aux personnes morales. Les faits de délinquance économique et financière également, avec toute une série de lois que nous connaissons bien, qui ont ouvert à tous les faits, non pas simplement les faits mineurs, mais également les faits d'une grande complexité réprimés par plusieurs années d'emprisonnement. Eh bien, pour la CRPC, elle est parfois également utilisée pour les personnes morales comme un mode de réponse pénale, si je puis employer l'expression, dégradé par rapport à la CJIP. Et là aussi, c'est une autre manière d'utiliser ces instruments, de les jouer entre eux, comme la pratique américaine nous l'illustre, c'est-à-dire que lorsque les conditions de la CJIP ne sont pas réunies pour la personne morale, soit qu'on estimerait, que le procureur estimerait par exemple que la coopération n'est pas suffisante ou qu'il y a une situation de renouvellement trop régulier des faits, que tout d'un coup, la CRPC, donc qui postule précisément cette reconnaissance de culpabilité, soit la solution adaptée avant de recourir à l'instrument ultime, si je puis dire, qui serait le procès qu'on n'utiliserait qu'en dernier recours. Et donc, le procès dernier recours en matière d'atteinte à la probité, en matière de fraude fiscale, en matière d'infraction économique et financière, est-ce que c'est cela le modèle qui nous est présenté avec cette combinaison d'instruments négociés? Je ne peux pas le dire aujourd'hui pour certitude, mais je crois qu'il m'incombe dans cette première présentation de peut-être mettre en évidence ces combinaisons, vous donner quelques illustrations de ces combinaisons qui sont susceptibles de porter atteinte non seulement au droit de la défense, mais plus fondamentalement à la présomption d'innocence. Je n'ai pas recueilli l'ensemble des typologies, mais on a une petite casuistique qui commence à s'élaborer dans notre pratique judiciaire. Je ne serai certainement pas exhaustive, mais c'était intéressant de voir les différents cas qui peuvent se produire. Premier cas, le cas d'une CRPC pour le dirigeant de son entreprise qui a précédemment conclu une CGIP. Pour, évidemment, cela va sans dire, pour les mêmes faits. Eh bien, évidemment, la question des droits de la défense de la personne physique poursuivie postérieurement se pose dans la mesure où le niveau probatoire requis en matière de CGIP et de CRPC n'est pas exactement le même. Il faut un niveau suffisant de preuves pour la CGIP qui peut être signée en cours de procédure alors que la CRPC est conclue, homologuée à la fin d'une procédure. De sorte que ce qui peut être compliqué, c'est que la CGIP, même si elle ne matérialise pas une reconnaissance de culpabilité, contient un exposé détaillé des faits et des personnes. Certes, dans notre pratique des CJIP, à part peut-être à une ou deux reprises, je n'ai pas constaté de nom de personnes physiques nommément désignées, à la différence d'autres exemples outre-Atlantique. Mais il a pu arriver qu'on puisse néanmoins identifier par les fonctions les personnes physiques, d'où un risque
que la défense de la personne physique soit obérée par cet exposé des faits qui est publié et qui constitue à tout le moins un élément de preuve dans le dossier probatoire qui sera soumis à l'examen du juge de l'homologation de la CRPC. Deuxième type de combinaison, cette fois-ci, on se dit la CRPC qui est conclue en même temps que la CGIP. Hypothèse d'un règlement combiné. Fantastique, nous dirons-nous. Nous réglons les mêmes faits en même temps avec les mêmes personnes. Alors, en même temps, oui, mais pas avec les mêmes instruments. Donc, à l'audience de validation-homologation, nous avons le même juge qui va d'un côté valider la CGIP, puisque les conditions de la validation sont réunies, proportionnalité du montant de l'amende d'intérêt public, recevabilité, conformité à l'intérêt public, et de l'autre côté, qui peut tout à fait, au terme des textes du Code de procédure pénale, refuser d'homologuer la CRPC du dirigeant pour les mêmes faits, alors que celui-là même aura probablement coopéré aux faits, mais n'aura pas le bénéfice de l'homologation. Et là, on voit bien la difficulté qu'il existe pour l'exercice concret, effectif des droits de la défense et de la présomption d'innocence, puisque dès lors que la solution est le renvoi, la solution prise est le renvoi devant le tribunal correctionnel, eh bien, en tant que personne physique, je suis privée de la possibilité de voir examiner ma cause pour la première fois devant la juridiction. Quant aux protections offertes par le Code de procédure pénale, elles ne sont pas suffisantes dans un tel cas, évidemment, puisque même si la CRPC, la procédure elle-même ne doit pas être mentionnée dans le dossier, eh bien, tout le monde le sait puisque ces audiences sont publiques et le oui qui a été retiré est réputé et dans toutes les oreilles et sur toutes les lèvres. Donc, troisième situation, CGIP validé avant procès, CGIP donc pour la personne morale, et puis ensuite procès pour la personne morale et les personnes physiques. Là encore, toutes ces situations ont existé dans les faits. Cette situation est compliquée puisque là encore, on retrouve cet aveu, cette forme d'aveu que constitue l'exposé des faits qui est débattu à l'audience publique, alors même que l'exposé des faits est le résultat d'une discussion entre deux personnes, c'est-à-dire l'entreprise mise en cause et le procureur pour une finalité particulière. Et cet accord se trouve lui-même exposé à d'autres finalités dans une procédure publique. Dernier cas de figure, la CRPC conclut avant le procès, alors que le procès réunit plusieurs personnes morales et plusieurs personnes physiques. Que fait le juge de l'homologation? Il peut être tenté, parce que la CRPC est isolée et qu'elle porte sur les mêmes faits que ceux qui vont donner lieu à procès, de se dire, eh bien, je ne vais pas s'en tirer comme ça, celui-là. Une CRPC isolée, alors que je n'ai pas connaissance de l'ensemble des faits et que je ne peux pas regarder l'ensemble des imputations potentielles dans ce dossier? Non, je refuse d'homologuer et procède pour tout le monde. Bien. Difficulté aussi, là aussi, parce que pour les droits de la défense et la présomption d'innocence, même si nous le savons tous que les mentions relatives à cette discussion avortée ne doivent pas figurer dans le dossier, eh bien, en pratique, on en aura la connaissance. Donc, une fois que nous avons décrit ces situations où, pour reprendre l'expression de Mathieu, le train déraille par rapport à ce qui avait été proposé comme une solution prévisible et adaptée à l'enjeu des faits et à la nature du comportement des personnes morales ou physiques qui était de se dire si je coopère, je peux espérer une mesure, non pas de faveur, mais une mesure qui ne sera pas celle qui m'expose à un procès public, eh bien, cette attente-là est déçue. Alors, quelles sont les perspectives, puisque évidemment, je ne fais qu'effleurer le débat qui sera suivi par les autres participants à la table ronde. On voit bien qu'il existe dans le droit actuel, en dépit des améliorations pragmatiques qui sont parfois apportées, un problème, pour dire le moins, d'équité
entre le sort de la personne morale et celui de la personne physique. Alors, on le dit depuis très longtemps, mais force est de constater qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore trouvé la solution. Nous avons trouvé des tempéraments, des manières d'essayer de régler les choses. Et le mot est bien choisi, je trouve, de cette table ronde, la combinaison. Non pas qu'on combine, mais on essaye de combiner des solutions qui soient les moins déraisonnables. Mais n'empêche que la situation actuelle n'est pas satisfaisante. Les solutions potentielles, et je laisserai la place au débat tout à l'heure, faut-il réformer le régime de la CRPC, envisager, à l'instar des procédures britanniques, de faire en sorte que le juge du siège, on se demandait tout à l'heure où est-il, eh bien qu'il soit peut-être là plus tôt dans la procédure. Faudrait-il l'associer plus tôt dans le cadre d'une audience de mise en état pour essayer de le sensibiliser aux enjeux d'un principe de justice négociée dans ce type de dossier pour voir si l'intérêt public serait satisfait et que l'intérêt public combiné, si je puis dire, pourrait être satisfait, ou bien faut-il concevoir un régime d'appel du refus d'homologation, ou bien faut-il encore assouplir le régime tant de la CGIP et de la CRPC pour mieux les harmoniser. Par exemple, j'ai vu dans les dernières lignes directrices du PNF qu'on pouvait parfois ajouter aux obligations légales de la CGIP une obligation parfois volontaire de reconnaissance non équivoque des faits. Alors, est-ce qu'il faudrait créer à notre tour une CRPC sans reconnaissance de culpabilité? Je crois que vous voyez, les combinaisons sont à trouver. Mais cette fois-ci probablement législative. Merci Astrid Mignon-Colombet pour ces propos très instructifs et percutants. Et je vais maintenant laisser la parole à François Saint-Pierre, notre confrère François Saint-Pierre. Bien volontiers, merci beaucoup Mathieu, et merci surtout à Astrid d'avoir posé le problème dans ce cadre procédural, institutionnel, ce qui va me permettre de vous donner mon point de vue de pur praticien lors de ces procédures de plaidé coupable ou de CGIP, et plus précisément encore du praticien face à son client, n'est-ce pas, au conseil qu'il doit donner à son client et à l'écoute des propos de son client. Car je me rends compte que ces procédures évoluant, notre pratique judiciaire évolue et rencontre des problèmes, des aspérités qu'il nous faut traiter avec minutie. Le nombre de CGIP, Astrid l'a dit, est encore limité, mais on peut imaginer qu'il va se développer. J'étais l'autre jour à Marseille où le parquet faisait carrément un appel d'offres pour des CGIP environnementales. Nous aurons de plus en plus de propositions, en fait, de telles procédures à l'initiative du ministère public, ce qui induit un dialogue qui est tout à fait intéressant. Mais comme en l'état du droit, le champ d'application des conventions d'intérêt public est assez limité, questions fiscales, de corruption essentiellement, il se trouve que dans d'autres domaines de la vie judiciaire, économique et financière, eh bien, le procureur va proposer au chef d'entreprise une CRPC. Et ça n'est donc pas seulement parce que la CGIP ne semble pas appropriée, c'est tout simplement parce qu'elle ne peut pas recevoir application en raison du domaine d'application limité de cette procédure de CGIP. Donc, je me rends compte, à l'âge que j'ai, que de plus en plus souvent, en tous les cas plus fréquemment qu'autrefois, ces propositions nous parviennent au cours notamment d'une enquête préliminaire. Beaucoup plus rarement, on pourrait y revenir, au cours ou à l'issue d'une information judiciaire. Des propositions par des procureurs de CRPC à une entreprise dans une affaire de législation économique divers ou variés, c'est assez rare finalement, c'est récent en tous les cas. Et donc j'en viens à l'essentiel de mon propos. Je me rends compte que l'avocat reçoit son client, plus souvent va au siège de l'entreprise pour faire le point avec son staff,
et expose la situation. Il s'agit de faire le point avec nos clients sur le contenu de l'enquête, ce qui a pu se produire, qu'est-ce qu'il en est. Il peut y avoir un audit interne pour vérifier quelle a été la pratique professionnelle commerciale qui est incriminée, car il arrive que le chef d'entreprise ne le sache pas précisément. Et puis, l'avocat doit donc exposer, et nous sommes au stade d'une enquête préliminaire, ce qui va pouvoir se produire. Des perquisitions, des saisies pénales, des écoutes téléphoniques éventuellement, c'est extrêmement anxiogène. Et la possibilité de l'ouverture d'une information judiciaire avec un facteur temps qui va être déterminant par la suite, parce que l'ouverture d'une information judiciaire signifie plusieurs années de poursuite. Très déstabilisatrice forcément pour une entreprise, ses dirigeants et son personnel. C'est aussi la perspective d'un procès en correctionnel, d'une publicité excessivement nocive pour l'image de marque de l'entreprise. Et alternativement, ce serait donc une procédure, soit de CGIP, soit de CRPC, qui pourrait être proposée par le procureur et éventuellement, l'avocat pourrait prendre l'initiative de contacter le magistrat. Il y a un choix à faire. Il faut évaluer les avantages et les inconvénients et très souvent, en fait, les choses peuvent se précipiter. Une perquisition dans une entreprise, c'est un choc psychologique considérable, qui va tout d'un coup faire prendre conscience à des personnes qui n'ont jamais été confrontées à la justice de ce qu'il y a un problème qui est majeur. Autrement dit, sur une pratique commerciale ou industrielle donnée, à l'évidence, le parquet n'a absolument pas la même vision du problème. Et ça, c'est très important d'expliquer aux clients qu'un tel acte de procédure signifie que l'autorité judiciaire a un regard bien différent et qu'à ce moment-là, il faut savoir s'introspecter, faire le point et de ne pas rentrer dans une espèce de conflit d'attitude agressive qui ne nous mène pas nulle part, tout simplement parce que le rapport de force face à l'institution judiciaire nous est défavorable. Ce que les industriels doivent assimiler, en hommes ou femmes de pouvoir, le rapport du faible au fort ou du fort au faible n'est pas perçu de la même manière. Il y a donc un point à faire là-dessus. Puis très vite, il va y avoir des saisies pénales qui vont être pratiquées. C'est une pratique qui est nouvelle, en essor extraordinaire depuis le 2010. L'Agrasc est de plus en plus joufflue et c'est par millions que les sommes sont saisies. Ça peut grever la dynamique d'une entreprise. J'ai constaté des dépôts de bilan à la suite du déclenchement d'une enquête préliminaire et de saisie pénale considérable sur les comptes des entreprises. Bon, c'est un sujet qui est important parce que nous devons dire à nos clients que là, un vrai procès pénal est engagé et qu'au final, la sanction de la peine d'amende est à la limite négligeable. C'est la confiscation des sommes saisies pénalement qui est en jeu. Et il faut donc bien évaluer la situation. Quand tout d'un coup, la proposition d'une CRPC ou d'une CGIP se fait, j'ai remarqué que ces personnes qui dirigent les entreprises, qui sont diplômées, expérimentées, qui ont le sens du bien de leur société, naturellement, je présume que je m'adresse à des clients qui sont motivés par l'intérêt général, le bien social et celui de leur entreprise et de leur personnel. Bon. Eh bien, rapidement, ces personnes vont analyser la situation rationnellement et considérer qu'effectivement, les critères d'acceptation de cette proposition de justice négociée l'emportent très largement sur les critères de refus de cette offre et donc la perspective d'un vrai procès correctionnel. Bon. Donc, rationnellement, voilà, la situation est analysée et on va convenir ensemble que oui, il faut accepter cette proposition et il faut, si elle n'est pas acceptée, la souhaiter et peut-être la suggérer. Donc, la procédure avance vite à ce moment-là. Par exemple, une enquête préliminaire va être conduite
le dirigeant, quelques cadres dirigeants seront auditionnés, par exemple dans une session d'audition libre ou de garde à vue de 1 journée, 2 journées. Rapidement, le service d'enquête pourra faire un rapport de synthèse. L'enquête préliminaire sera close dans des délais qui sont très brefs. Si c'est une CRPC, comme je l'ai vécu récemment, je me suis rendu compte de cela. Contact extrêmement courtois et professionnel avec les services du parquet, date d'audience convenue, audition, rencontre peut-être préalable avec le procureur pour faire valoir nos arguments sur quoi? Pas sur le fond de l'affaire, pas sur je suis coupable sur tel point, pas coupable sur d'autres, mais sur 2 sujets. Le montant des saisies pénales et de la confiscation, sujet essentiel encore une fois, et puis ce qui n'était peut-être pas perçu en amont, communiqué de presse du parquet, et donc diffusion, publicité donnée à l'affaire alors qu'on pensait qu'acceptant une procédure négociée, on échapperait à toute publicité. Monsieur le procureur, l'autre jour, dans notre réunion préparatoire, rappelait que le texte de loi sur les CGIP prévoit l'obligation d'un communiqué de presse. La justice, même si elle est négociée, est publique. C'est une donnée essentielle qu'il faut intégrer. Donc nous avons ensuite, aujourd'hui, une audience dans le bureau du procureur pour une acceptation formelle de la proposition, puis dans la foulée, une audience devant le juge de l'homologation, audience ordinaire, où là vont se mêler dans la salle d'audience des justiciables d'origine sociale très différente. C'est une rencontre intéressante. Et la CRPC, par exemple, sera homologuée. Très bien, nous avons conduit cette procédure. Mais c'est alors que les problèmes se posent de relation de l'avocat avec son client, parce que je me suis rendu compte d'une chose que je n'avais pas anticipée à ce point-là. C'est que les personnes qui acceptent des CRPC, et en fait, quel que soit l'objet de la CRPC, quel que soit le milieu social, la situation, consciemment ou pas, sont frustrées de ne pas s'être défendues. Voilà. Parce que c'est pas la même chose d'être devant le juge homologateur, en général pour dire, promis, monsieur ou madame le président, je ne recommencerai pas, puisque sinon il y a une discussion sur la culpabilité et l'affaire n'aboutit pas. Cette façon de devoir admettre sa culpabilité sans vraiment discuter les faits, elle est frustrante. Voilà. Et je pense que nous, parmi nous, ceux qui sommes avocats ici, doivent bien l'intégrer parce que il faut en parler avec nos clients, les prévenir de cela. D'autant plus que ce n'est pas qu'une question de psychologie, c'est aussi une question de gouvernance de l'entreprise. Et je me situe toujours dans le cadre de propositions de justice négociées à des entreprises ou et donc à leurs dirigeants. C'est que, ayant accepté cela, d'accord, c'est allé plus vite, d'accord, ça a fait moins de bruit que ne l'aurait fait un vrai procès correctionnel, d'accord, il y a moins d'aléas, enfin la note est extrêmement chère. Encore une fois, les sommes saisies seront à 80, 75%, voire 100% confisquées. Il faudra que le chef d'entreprise, qui n'est pas un dictateur dans sa boîte, rende compte de son choix de défense à ses troupes, en interne, à ses équipes, mais également à son conseil d'administration, à ses actionnaires, qui lui diront, mais êtes-vous sûr que vous avez privilégié la meilleure des solutions en acceptant une procédure rapide qui nous a coûté tant, etc. Et il y a des discussions. Et donc cela, je pense qu'il faut particulièrement en prendre conscience, parce que l'acceptation d'une telle procédure négociée, entre guillemets, sans avoir vraiment pesé le pour et le contre, sans avoir vraiment évalué le prix que cela allait coûter, le prix économique par les confiscations, le prix social par l'effet de frustration que j'évoquais, l'effet de déstabilisation des équipes de l'entreprise qui sont choquées par
cette poursuite, cette mise en cause de leur travail et cette reconnaissance finalement de culpabilité judiciaire, entre guillemets si on parle de CEGIP, mais ça revient un petit peu au même, eh bien, n'est pas facilement acceptable. Or, objectivement, cela valait mieux qu'un procès correctionnel. Alors, nous sommes, l'histoire évolue tous les jours, la pratique judiciaire aussi, et je crois qu'il faut toujours être bien conscient des fondamentaux qui animent nos professions, mais également de cette évolution qui est considérable. Et je pense qu'il nous faut vraiment travailler à ce discours de conseil que nous devons à nos clients, qui n'est pas qu'une explication abstraite d'un système judiciaire, mais également ces données qui sont sociales, psychologiques et qui concernent les entreprises, c'est-à-dire les équipes, les personnes qui travaillent souvent depuis des années et qui s'identifient à leur entreprise. Et je crois qu'il y a vraiment un sujet extrêmement intéressant qu'il nous faut méditer à cet égard, nous les avocats. Et vous, monsieur le procureur aussi. Merci beaucoup François Sainte-Pierre pour cette présentation très claire, très pédagogique. Nous retrouvons là aussi l'orateur que nous apprécions tant à l'Institut de défense pénale. Et c'était très intéressant. Il y a déjà d'ailleurs beaucoup de questions. Et donc oui, je vais les retenir un peu parce que nous avons d'abord à entendre Madame Marion David. C'est à vous. Oui, bonjour à tous. Merci Mathieu pour cette invitation et ce colloque. Donc on est vendredi après-midi. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, donc je vais essayer de vous parler d'un sujet peu endormissant qui est celui de la fraude fiscale. Dans la mesure où au départ, moi je suis fiscaliste et où j'ai eu l'opportunité de suivre pas mal de CRPC et de CEGIP en matière de fraude fiscale. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que en fait, si la CEGIP elle est très récente, puisqu'elle date de 2016, la CRPC et la CEGIP en matière de fraude fiscale, c'est encore plus récent, puisque ça a été permis par la loi qu'on appelle la loi fraude, qui date de 2018. Donc, effectivement, c'est un instrument qui débute. Il y a eu une mission sénatoriale l'année dernière sur la lutte contre la fraude fiscale, qui a collecté quelques chiffres et qui montrent que le nombre de CRPC en matière fiscale a été multiplié par 4 en 3 ans. Donc, c'est le chiffre que tu citais, Astrid. Quant à la CEGIP fiscale qui, globalement, a été surtout utilisée par le PNF, elle concerne la moitié des CEGIP qui ont été conclus par le PNF. Donc, on voit quand même qu'il y a un intérêt pour ces instruments. En matière fiscale, la CEGIP et la CRPC, elles ont des caractéristiques qui sont propres, en fait, aux affaires qu'elles concernent. Donc, d'abord, la CRPC, en fait, il y a eu une circulaire en octobre 2021 qui incitait les parquets à utiliser de la procédure de CRPC d'une manière aussi large que possible et aussi bien dans les cas de fraude de personnes physiques que dans les cas de fraude de personnes morales, et ce, quels que soient les montants fraudés. Donc, ça, c'était un peu une directive. En pratique, ce qu'on constate, c'est que les CRPC en matière de fraude fiscale ou de blanchiment de fraude fiscale, elles ont surtout concerné des personnes physiques impliquées dans des schémas de fraude que je qualifierais de plutôt simples. Voilà, donc comme par exemple la détention de comptes bancaires à l'étranger, alors que la CEGIP, elle est plutôt réservée aux personnes morales, enfin, elle est réservée aux personnes morales, mais plutôt aux cas plus compliqués. La CRPC fiscale, elle est vue par certains parquets comme une incitation à l'autodénonciation, puisqu'en fait, le PNF semble les avoir privilégiés dans des affaires qu'on a appelées les papers. Donc, il y a eu les Panama Papers, il y a eu plusieurs autres papers. Et récemment, dans le cadre de l'affaire des Dubai Papers, voilà, le PNF a publié un communiqué de presse disant que si on venait s'autodénoncer, en gros, on aurait droit à une CRPC. Dans le rapport du Sénat dont je parlais juste avant, il est relevé que l'amende moyenne appliquée en cas de CRPC, je suis fiscaliste, alors je vais vous donner plein de chiffres, en matière de fraude fiscale, c'est 68 000 € en 2021, donc on voit que les montants sont bien moindres que ceux qui sont infligés en cas de CEGIP. Mais en revanche, dans le cadre des CRPC fiscales, on a des peines complémentaires, parfois comme une interdiction de gérer,
ou d'une interdiction d'exercer quand il y a des conseils, ce qu'on ne retrouve pas évidemment en cas de CGIP. Et enfin, je ne vais pas revenir sur le sujet dont personne ne veut parler, mais la CRPC en matière de fraude fiscale, elle fait l'objet d'une validation ou d'une homologation qui est plus aléatoire qu'en matière de CGIP. La CGIP fiscale, elle est plutôt réservée donc à des affaires complexes. C'est le cas des affaires de blanchiment de fraude fiscale liées au comportement de certaines banques suisses ou des affaires de fraude fiscale qui visent des problématiques de prix de transfert. Donc, il y a eu récemment une interview de Monsieur Fournel, qui est responsable de l'administration fiscale, et qui disait que les CGIP fiscales étaient nécessaires, je le cite, parce qu'il y a une véritable discussion à avoir. Ce ne sont pas des sujets où c'est blanc ou noir, mais où il faut discuter. Non pas pour faire preuve de faiblesse vis-à-vis du contribuable, mais parce que ce sont des sujets économiques qui méritent discussion, et c'est bien pour ça qu'on entre dans une logique conventionnelle. Donc finalement, le recours à la CGIP fiscale, il est pour des affaires complexes, mais il n'est pas pour un traitement rapide de ces affaires, puisque finalement la CGIP, elle intervient souvent après une enquête qui a été très longue, qui a nécessité un recours à l'entraide pénale, ce qui allonge considérablement le délai de traitement. Donc voilà un peu pour les caractéristiques. Je noterai 3 autres petits points qui sont que dans les CGIP fiscales, on a vu des choses un peu originales qu'on n'a pas forcément vues dans les autres CGIP. D'abord, il y en a eu une qui a été faite avec un complice. Donc c'est le cas dans l'affaire Wendel avec la banque JP Morgan, qui en fait, elle a été considérée comme complice et pas comme auteur. Vous avez dans les CGIP fiscales une possible indemnisation de l'administration fiscale, parce que se pose la question des CGIP qui sont conclus pour du blanchiment, où en fait la personne qui est, je ne sais pas si on doit dire mise en cause, enfin en tout cas qui conclut la CGIP, n'est pas la redevable de l'impôt. Donc l'administration fiscale a pu se voir indemniser. Et puis vous avez aussi une autre particularité qui est que dans les CGIP fiscales, on a appliqué un taux de rendement du capital, c'est-à-dire que en fait il y a eu, enfin, la justice s'est elle-même appliqué un taux de rendement des sommes qui n'avaient pas été payées, qui n'avaient pas été déclarées aux impôts, pour tenir compte du coût de l'argent. Et ça, c'est un truc qui n'a été fait qu'en matière fiscale. Voilà. Et je reviendrai pas évidemment sur le fait que la CGIP fiscale, elle est publiée sur Internet avec une description assez précise des faits en cause. Donc vous n'avez pas, comme dans les CGIP environnementales récentes, une description des intervenants, de leur rôle, de leur métier, de leurs enfants, etc. Mais vous avez quand même des schémas qui sont décrits très précisément et qui sont accessibles de fait par toutes les administrations fiscales du monde entier. Donc quand vous êtes un groupe international, en fait, c'est très facile de tirer les conséquences d'un accord qui a été conclu en France, puisqu'il est disponible sur Internet. Et c'est là, en fait, les principaux enjeux de la CRPC et de la CGIP en matière fiscale. Pour moi, ils sont vraiment liés au fait que la procédure pénale, elle est nécessairement en lien avec une procédure administrative. Donc en France, les affaires de fraude fiscale, elles ont la particularité de supposer l'intervention de 2 autorités, donc l'autorité judiciaire et l'administration fiscale. Et ça, dès la phase d'enquête, parce qu'en fait, le parquet ne peut pas s'autosaisir pour des faits de fraude fiscale, puisqu'il existe ce qu'on appelle le verrou de Bercy. Et donc, l'enquête pénale, elle est forcément impactée par les éléments que l'administration fiscale a d'ores et déjà établis. Donc, en fait, tout au long de la procédure, il va y avoir des échanges entre les deux, entre l'autorité judiciaire et l'administration fiscale. Voilà, elles vont se parler. Il va y avoir potentiellement toutes les informations qui ont été obtenues à l'étranger qui vont être versées dans les deux procédures. La difficulté, c'est que lorsque la CGIP ou la CRPC arrive, le sort de la procédure fiscale, il est très variable. C'est-à-dire qu'il y a des fois où la procédure, voilà, elle est finie au niveau fiscal, ça a été mis en recouvrement, c'est terminé. Mais il y a des fois aussi où il y a un recours contentieux et puis il y a un tribunal administratif qui est en cours. Et là, c'est très compliqué parce qu'en fait, vous pouvez vous trouver devant une autorité pénale qui a qualifié quelque chose et une autorité fiscale qui qualifie autre chose. Donc, pour l'entreprise ou pour la personne physique, c'est extrêmement compliqué. Par ailleurs, vous pouvez aussi, l'entreprise ou la personne physique peut avoir transigé avec l'administration fiscale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le fait d'avoir transigé, c'est reconnaître quelque part qu'on était un peu coupable, ou est-ce que c'est juste pour se débarrasser de l'administration fiscale? Enfin, en tout cas, les impacts d'une affaire administrative sur l'affaire pénale et inversement sont pas à minimiser.
Vous avez par ailleurs un problème de qualification, c'est-à-dire qu'il existe des cas où dans une CGIP, alors si on prend par exemple le cas de Google, vous avez l'administration fiscale qui a dit que en fait Google avait un établissement stable et le PNF qui a dit que Google avait des problèmes de prix de transfert. Donc en fait, alors je sais, bon tout ça c'est pas transcendant, mais ça ne vous émeut pas trop, mais mais toujours est-il que au niveau fiscal, en tout cas, ça a son importance parce que la qualification précise ne donne pas la même chose en termes d'impôts et en termes de prescription. Donc, suivant la qualification que le pénal a retenue, le fiscal s'en trouve impacté. Voilà. De la même manière, l'administration fiscale, elle recherche assez peu souvent l'élément intentionnel, parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'on n'a pas payé les impôts, on les a pas payés. Alors que en matière pénale, en tout cas, il va y avoir une plus grande recherche de ce point de vue-là. Du coup, les différences de raisonnement, elles incitent un peu à recommander des discussions entre les autorités judiciaires et fiscales, mais aussi au niveau des conseils, parce que pour l'avoir vécu, voilà, je crois que c'est compliqué lorsque vous avez des pénalistes qui ne parlent pas avec les fiscalistes et inversement. Voilà. En termes de défis, je crois qu'il y a certains défis quand même liés au CRPC, au CGIP fiscal qui ont été résolus. D'abord, dorénavant, il semble que les nouvelles lignes directrices du PNF conditionnent l'accès à la CGIP à un règlement préalable des sommes qui sont dues à l'administration fiscale. Donc, au moins, on aura réussi à quantifier le préjudice. Enfin, en tout cas, en termes d'impôts qui auraient dû être payés. Mais ça suppose du coup que la CGIP, elle ne peut être conclue qu'après les redressements finalisés. Donc, vous voyez bien que, vu la durée de la procédure administrative, on se retrouve souvent voilà, dans une situation où les faits sont très très vieux. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise continue à faire comme elle faisait avant en disant je vais surtout pas changer parce que sinon ça veut dire que je suis coupable, ou est-ce que finalement elle change complètement son fusil d'épaule et bon bah là c'est clair, elle était coupable. Donc voilà, on peut se retrouver dans cette situation. Par ailleurs, il faut quand même noter que il y a quand même dans les CRPC et dans les CGIP fiscales une prise en compte du principe de non bis in idem, puisque maintenant le montant global des sanctions ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions courues. Je suis obligée de le lire parce que je n'y arrive jamais, mais en fait, en tout cas, voilà, c'est atténué. Et voilà, juste pour vous dire également qu'il existe un certain nombre de questions qui sont en suspens par rapport à la CRPC et à la CGIP fiscale. J'en citerai trois. La première, c'est effectivement, mais comme l'ont dit beaucoup d'autres personnes, le fait que la CRPC, elle peut apparaître comme moins favorable, puisque elle est conclue dans un délai quasiment aussi long, elle comprend des peines complémentaires, elle empêche de se défendre sur le fond, voilà. Il existe un risque qu'elle soit pas homologuée, et surtout, elle donne pas nécessairement lieu à l'extinction de la procédure administrative. Parce que en cas de règlement, donc quand il y a ce qu'on appelle un règlement d'ensemble avec l'administration fiscale, vous transigez avec l'administration fiscale, mais vous renoncez pas à un éventuel contentieux devant le tribunal administratif. Donc en fait, vous pouvez très bien signer une CRPC, lancer un TA, sauf que dans la CRPC, vous avez reconnu que vous étiez coupable. Donc là, on se retrouve un peu. Donc il reste encore un truc à trouver de ce point de vue-là. Par ailleurs, il y a certaines dispositions des lignes directrices qui pourraient être précisées, eu égard notamment à ce qu'on appelle la coopération de bonne foi et à la révélation spontanée, puisqu'en fait, les lignes directrices du PNF, ce qu'elles disent, c'est que si vous venez révéler spontanément les faits, donc vous venez vous autodénoncer, alors, eh bien, vous pourriez avoir la part afflictive de l'amende qui serait réduite de moitié. Mais en fait, dans la mesure où le PNF peut pas s'auto-saisir directement de fait de fraude fiscale, est-ce que vraiment vous allez aller voir le PNF pour dire moi j'ai fait de la fraude fiscale, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Donc en fait, il y a cet aspect autodénonciation qui est pas inintéressant, mais qui mériterait d'être précisé. Est-ce que par exemple le fait d'aller voir Bercy et de vouloir régulariser, puisque c'est des choses qui peuvent se faire, est-ce que ça pourrait être considéré par le PNF comme une preuve de bonne foi ou d'autodénonciation? Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est celui qui concerne le programme de mise en conformité,
puisqu'en fait, donc la CGIP prévoit une mise en conformité pour permettre de s'assurer quelque part que le comportement répréhensible ne se répète pas dans le temps. Mais en matière fiscale, rien n'est prévu. Donc, en fait, il paraît compliqué, même si j'ai entendu M. Duchesne le dire dans une conférence à l'EFB, il paraît compliqué que l'AFA se charge de ce genre de monitoring. Donc, seule l'administration fiscale va venir vérifier, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont revenir faire des contrôles fiscaux chaque année pour vérifier que la société, ou la personne, mais plutôt la société, s'est mise en conformité avec ce qu'elle aurait dû faire. Donc, de ce point de vue-là, il pourrait exister, je ne sais pas, voilà, puisque aujourd'hui on doit lancer des idées législatives, mais il pourrait exister peut-être des dispositifs de rescrit en fait qui existent en matière fiscale, mais qui pourraient exister dans une certaine mesure en matière judiciaire pour permettre une meilleure sécurité, je pense, à l'entreprise qui conclurait une CGIP fiscale. Ça, vous n'êtes pas tous morts, ça va. Pas du tout, Marion David. Non, non, on est encore très éveillés parce que vous avez su nous tenir en haleine sur cette question pourtant très technique. Merci beaucoup. Alors, avant de donner la parole à Monsieur le Premier vice-procureur, je vais vous proposer un petit moment de cinéma, une petite séquence Magnéto-Serge pour ceux. Je ne sais pas si et qu'on regarde donc l'intervention de notre confrère Philippe Coussins. Philippe, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voulais remercier le Conseil national du barreau de m'avoir convié à intervenir sur ce thème, mais malheureusement, je ne peux pas être avec vous, étant actuellement, pour tout vous dire, dans un avion. Alors, pour les représentants du parquet, je ne suis pas en fuite à l'étranger, mais simplement, j'avais un déplacement et je ne pouvais pas être avec vous physiquement, mais en tout cas, je vous salue toutes et tous amicalement et très respectueusement pour les représentants de la magistrature. Alors, le thème, c'est donc l'articulation entre la CRPC et la CGIP. Je suis sûr que les autres intervenants vont vous dire des choses tout à fait intéressantes et passionnantes, et donc je ne sais pas ce qu'ils vont dire n'étant pas là, mais en tout cas, je vais essayer de vous donner moi mon point de vue sur cette question délicate de l'articulation de la CGIP et de la CRPC, sans en rappeler évidemment les tenants aboutissants, car ce sont d'autres panels qui se seront prononcés sur ces questions. Alors, sur cette question de comment ça s'articule, ça pose des questions évidemment juridiques, mais ça pose surtout des questions pratiques, des questions stratégiques qui se posent tant au ministère public qu'aux clients qu'à la défense, sur lesquelles je vais essayer de vous donner quelques pistes plus que des solutions. Alors vous allez vous dire, il pourrait peut-être donner des solutions, mais en fait, à chaque dossier, il y a une solution particulière. On ne peut pas y avoir de position, de principe. Il faut à chaque fois évaluer la situation du client et au regard de l'outil juridique, des outils juridiques et judiciaires que sont la CGIP et la CRPC. Il n'y a pas de position dogmatique de ma part pour ou contre CGIP ou CRPC. Je sais que certains ont des positions assez tranchées pour et puis d'autres contre. Mais je crois que ça pose plus la question de l'utilisation de ces outils qui sont mis à disposition des plaideurs et puis des parquetiers et puis appréciés par les magistrats du siège, et savoir comment est-ce que l'un et l'autre de ces outils s'emboîtent. Alors vous avez déjà trois cas de figure un peu particuliers qu'il faut à mon avis distinguer par rapport à ces outils. D'abord par rapport à où on en est de la procédure. Vous pouvez avoir ici trois cas qui vont, à mon sens, modifier considérablement le recours ou l'utilisation de l'un de ces deux outils ou de ces deux outils. Si la procédure, plus exactement si la problématique, par exemple un problème de corruption, n'est pas connue du ministère public et n'est pas connue de personnes désireuses de la porter à la connaissance du ministère public. À titre personnel, je ne comprends pas très bien quel serait l'intérêt, alors que personne ne le saurait encore, de courir voir les représentants du ministère public pour dénoncer des faits qu'eux-mêmes n'auraient pas encore découverts. Alors évidemment, j'ai compris les lignes directrices du PNF qui ont été publiées il n'y a pas si longtemps, qui font une sorte d'incentive financière
en disant venez nous voir, plus vite vous venez, moins ce sera cher, au risque de décevoir les représentants du PNF, il y a aussi une incentive financière à ne pas venir vous voir et à traiter le problème en interne. Donc là, eh bien évidemment, il faudra peser le pour et le contre. J'insiste aussi sur le fait du rôle de l'avocat qui, s'il est au courant de ce type de comportement, par le passé bien évidemment, qu'il n'a pas concouru à la commission de quelque infraction que ce soit, a pour mission, je pense, de faire en sorte de dire à son client qu'il faut arrêter ce type de comportement et prendre les mesures adéquates d'organisation, de se séparer de certains collaborateurs ou collaboratrices pour que des comportements illicites ne soient plus commis au sein de l'entreprise. Mais, en tout cas c'est ma position, jusqu'à maintenant, je ne crois pas que ce soit la meilleure des solutions que d'aller courir voir les représentants du parquet pour dénoncer des faits qu'ils n'auraient pas encore détectés. Deuxième cas de figure, vous avez un whistleblower, enfin un lanceur d'alerte, qui a déjà dénoncé ces faits, donc ça n'est connu qu'en interne. Alors, on sait maintenant les modifications qui sont intervenues sur les capacités d'information du whistleblower d'autorité extérieure. Mais là, vous êtes dans une situation un peu hybride, c'est-à-dire que c'est pas encore totalement certi, mais vous avez quelqu'un qui fait qui le dénonce. Donc là, effectivement, la réflexion peut être un peu plus poussée pour savoir s'il est utile ou non d'aller voir le représentant du parquet. Et puis après, vous avez le dernier cas de figure où vous êtes déjà dans une procédure existante, que ce soit en enquête préliminaire ou en instruction. Et là, bien évidemment, ça devient un outil qui peut être un outil de négociation avec le ministère public pour trouver une issue rapide à un procès, ou alors ne pas rentrer en négociation avec le ministère public et être dans une position plus contentieuse et sur plus au long cours. Vous avez aussi une autre distinction qu'il faut faire, à mon avis, sur cette articulation, c'est est-ce que vous avez des équipes en place au moment des faits qui sont encore les mêmes au moment où vous avez connaissance de ces faits. Pour être tout à fait pragmatique, si vous êtes le soir conseil d'un président ou d'un directeur commercial ou enfin de quelqu'un qui a potentiellement sa responsabilité pénale qui peut être engagée dans le cadre d'une affaire de corruption, il me semblerait assez difficile de le convaincre d'aller conclure une CGIP pour la société, c'est-à-dire que la société reconnaisse pas la qualification, j'ai bien compris la situation, mais à tout le moins les faits, étant donné que ces faits potentiellement pourront leur être reprochés à titre personnel dans le cadre de poursuites, car je connais la politique du ministère public en la matière. La conclusion d'une CGIP n'est pas un obstacle, loin de là, à des poursuites individuelles, on l'a déjà vu dans des procédures. Donc en fait, ça voudrait dire que quelqu'un viendrait reconnaître une responsabilité de l'entreprise et ce faisant reconnaître sa propre responsabilité. Il faut être quelque part assez joueur pour le faire, ou à tout le moins courageux, ou faire preuve d'une abnégation tout à fait remarquable. Vous avez évidemment l'autre cas de figure, c'est-à-dire que l'équipe en place au moment des faits n'est plus celle en place au moment de la dénonciation, et à ce moment-là, oui, on peut se dire qu'on nettoie les écuries et on se dit du passé faisons table rase, comme disait quelqu'un de célèbre, et on se retrouve là avec une sorte d'étendard blanc de la vertu en disant avant c'est avant, après c'est après, et permettre ainsi de ne pas exposer ces dirigeants actuels parce qu'ils n'étaient pas en place avant et d'avoir une défense qui est non pas sacrificielle pour les dirigeants précédents mais à tout le moins montrer aux autorités publiques que les temps ont changé. Alors, vous avez un autre critère qui est le troisième critère probablement, c'est est-ce que vous avez une exposition internationale. La situation est bien évidemment différente si vous êtes exposé aux États-Unis ou UK ou ailleurs, là où il existe des risques aussi d'interdiction de commerce dans ces pays-là. On pense évidemment tous au FCPA UK, Bribery Act, ce qui fait que là, il y a une prise en compte des intérêts supérieurs de la société par rapport à ce qui pourrait être l'intérêt individuel de son dirigeant. Donc voilà un peu quels sont les trois types de situations différentes avec ces sous-divisions qui peut-être changent la stratégie de conclure une CGIP, d'aller vers une CRPC et même d'apprécier l'une par rapport à l'autre. Alors maintenant, l'une par rapport à l'autre, ça pose évidemment des problèmes assez complexes. Est-ce qu'il peut y avoir une CGIP sans CRPC ? Alors oui, dans l'absolu, une CGIP peut être conclue sans CRPC. On l'a dit tout à l'heure, je pense que les représentants du PNF le diront.
Dans ce cas-là, les poursuites contre les dirigeants ne sont pas du tout exclues. La problématique qui se pose, c'est que la société va donc reconnaître non pas une culpabilité, mais des faits qui, bon, alors moi je veux bien qu'on négocie âprement le wording des CEGIP, mais on a tous compris que si on reconnaît avoir versé de l'argent à un décideur public pour obtenir un marché, même si on n'a pas dit derrière que ça constituait de la corruption, même un enfant de 2 ans aura compris que ce sont des faits relevant de la corruption, ce d'autant qu'en plus la CEGIP ne peut intervenir que sur certaines qualifications pénales. Donc il suffit simplement de lire le nombre de qualifications pénales et savoir quelles sont ces qualifications pénales pour savoir ce qu'on a reconnu quelque part de facto. Donc là, la problématique, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que ça va entraîner une situation délicate pour les personnes physiques dans le cadre d'un procès à venir. Quelle est la force de cette CEGIP? Ça n'est pas un jugement, pas d'autorité de la chose jugée. Elle va être donc non opposable judiciairement avec la force d'un jugement, mais néanmoins, on aura évidemment tous ici compris qu'à l'audience, l'avocat qui viendra expliquer qu'une personne physique dirigeante n'a pas commis de corruption, là où, eh bien, dans le cas de la CEGIP, il aura été quelque peu décrit ce mécanisme corruptif impliquant cette même personne physique, sans évidemment mettre de côté son talent de persuasion, va être dans une situation extrêmement délicate. Vous avez aussi, sans citer de nom, mais on sait tous à qui on pense, vous avez une CRPC, une CEGIP qui viennent en même temps à l'audience, et puis là, badaboum, on vous dit oui à la CEGIP et non à la CRPC. Alors, c'est quand même un peu embarrassant, parce qu'on sait que la CRPC, ça implique une reconnaissance préalable de culpabilité, donc le dirigeant aura indiqué au tribunal qu'il était coupable, et puis le tribunal aura dit oui, mais moi la peine qui m'est proposée ne me va pas, j'homologue pas. Il peut d'ailleurs, par contre, donner un avis favorable à la CEGIP dans le même temps. Donc on aura dans le même temps une CEGIP et puis une CRPC où il y aura un refus du juge. C'est son droit, le juge du siège est souverain, et bien évidemment, on ne peut pas le priver de ce pouvoir, ce qui rendrait autrement une justice négociée tout à fait non conforme à notre droit interne. La question qui se pose, c'est qu'elle est refusée, donc elle devrait disparaître du dossier. Bon, et il y a eu un arrêt récent de la Chambre d'instruction de Paris qui cancelle tout ce qui concerne les CRPC non homologués. Mais bon, ça c'est bien, c'est du droit. Est-ce que ça aura trompé qui que ce soit sur l'existence de cette reconnaissance préalable, étant précisé qu'elle aura été relayée par la presse, et on ne va pas canceller la presse, et que même l'idée même de canceller révèle l'existence de la CRPC non homologuée. Donc de toute façon, son existence est révélée de par la cancellation. Moi, je pense que ça pose une problématique aussi de compétence du tribunal qui sera in fine saisi, car étant donné que la CRPC n'aura pas été homologuée par le président ou son représentant, je ne pense pas que le procès puisse se tenir devant le même tribunal dont la présidence aura refusé l'homologation d'une CRPC. Donc je crois là possible sur le plan pratique de demander une délocalisation pour aller devant une autre juridiction, et il faudrait peut-être sur ce plan faire une petite réforme de procédure pénale. Et puis vous avez une autre difficulté, c'est vous avez des personnes qui auront une CRPC et d'autres qui n'en auront pas. Comment est-ce que ça se passe? La personne bénéficie, une des personnes physiques a une CRPC, l'autre n'en a pas. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Est-ce que là, on va considérer évidemment qu'il y a autorité de la chose jugée, parce que homologation, jugement, mais qu'en est-il du procès de celui qui n'aura pas accepté l'homologation? Dans ce cas-là, je pense qu'il faut réfléchir à une situation procédurale étrange, car une personne condamnée ne peut plus être témoin. Est-ce qu'elle peut être attrait devant le tribunal pour que la personne qui, elle, a refusé l'homologation ou la CRPC puisse la mettre en difficulté, et si oui, sous quel statut? Et pour définitivement conclure mon propos et laisser la parole aux autres intervenants, que se passe-t-il alors si des années plus tard, alors qu'il y a eu des CRPC de conclure, des jugements définitifs, mais qu'une personne est attrait devant le tribunal et revient sur ses déclarations? C'est-à-dire qu'elle dit, bah non, mais en fait, moi j'avais conclu une CRPC, mais en réalité, je ne m'estimais pas coupable, et donc je reviens sur mes déclarations, comme peut le faire un prévenu lors d'une audience correctionnelle. Comment le juge va apprécier cette position? Et je vous livre cette dernière réflexion qui est, qu'en est-il du principe de non-auto-incrimination?
Est-ce que ces mécanismes portent atteinte ou pas, directement ou indirectement, à cette exigence qui est posée par la Cour européenne des droits de l'homme de non-incrimination? C'est une question, je pense, que vous allez tous et toutes aborder. Je vous salue, j'aurais aimé vraiment être avec vous. Je pense que vous allez beaucoup vous amuser sur ces discussions et je crois qu'elles sont très très loin d'être finies. Bonne journée à tous. Je vais tout de suite passer maintenant la parole au ministère public. Monsieur Jérôme Simon, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Alors effectivement, il me revient le plaisir de réagir sur les différentes interventions et points qui ont été évoqués par les différents intervenants du point de vue de l'autorité de poursuite, puisque comme vous l'indiquez, je suis magistrat au parquet national financier. Je développerai un point de vue qui n'est pas forcément totalement aligné avec les points de vue qui ont été évoqués précédemment, mais je crois que c'est bien pour cela que j'ai été invité. Donc j'essaierai de me montrer digne et à la hauteur de la tâche. Je ne reprendrai pas l'ensemble des points qui ont été évoqués, ce serait un petit peu laborieux. Je vais essayer peut-être de reprendre dans mon propos différents points qui m'ont interpellé, sur lesquels j'ai éventuellement des observations à faire valoir pour après enrichir le débat sur les différentes questions qui pourront nous être posées. L'intitulé de cette table ronde, combinaison des CJIP et des CRPC, enjeux, défis et perspectives. Je vais présenter mon propos autour de 2 items, d'abord les enjeux et ensuite les défis et perspectives. Alors, peut-être un mot rapide sur les enjeux des combinaisons, d'une part entre CJIP et CRPC, entre personnes morales et personnes physiques, et ensuite la combinaison ou l'alternative entre CJIP ou CRPC pour les personnes morales qui sont spécifiquement concernées par ces 2 objets. Alors, tout d'abord, les CJIP et les CRPC pour les personnes morales et les personnes physiques, ça a été dit, je crois, par Maître Saint-Pierre, lorsqu'on évoquait la question de l'articulation, et je crois que Maître Mignon-Colombet aussi l'a indiqué. Comment fait-on pour avoir une conclusion à la fois d'une CJIP pour une personne morale et d'une CRPC pour une personne physique? Ça, c'est un véritable enjeu, on l'a vu par l'expérience, hein. On a essayé au PNF de conjuguer ces 2 procédures dans une affaire, ça n'a pas été validé par le siège. On s'est donc interrogé sur s'agissait-il d'un épiphénomène ou de quelque chose de plus potentiellement structurel. On a des pistes de réflexion et je reviendrai dans ma deuxième partie là-dessus. Ce qui est certain, c'est que la concomitance de la réponse pénale entre CJIP et CRPC, ab initio, n'est d'emblée pas absolument évidente. Elle n'est pas absolument évidente, non pas par rapport à des choix d'opportunité, mais par rapport au fait que les timings qui amènent à la conclusion d'une CJIP ou d'une CRPC ne sont absolument pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes parce que le positionnement d'une personne morale par rapport à une procédure alternative aux poursuites qui est la CJIP et d'une personne physique par rapport à une procédure alternative au procès qui implique tout de même une condamnation ne sont pas du tout les mêmes. Je crois que c'est Maître Saint-Pierre qui parlait de cela précédemment, et je rejoins assez bien ça. On a plutôt une CJIP globalement, un intérêt du recours à une CJIP en début, en milieu d'enquête, lorsque la procédure n'est pas encore forcément parfaitement matérialisée, alors que la CRPC arrive plutôt en bout de chaîne lorsqu'on a une procédure plutôt assez bien en l'état. Je ne veux pas écrire ce que vous dites, mais il me semble que vous indiquez ça, et je rejoins assez bien votre propos, ça rejoint assez bien, parce qu'on parle de la pratique, assez bien notre pratique. Alors pourquoi ? Je crois parce que, je vais un peu forcer le trait, mais c'est pas le même ressort psychologique qui détermine une personne morale et une personne physique à avoir recours à une alternative. Il me semble qu'une CJIP, c'est une décision avant tout collégiale et c'est peut-être, en forçant le trait, plus une décision business qu'une décision juridique. C'est-à-dire que, là aussi, je reprends, hein, je vais beaucoup vous piller, maître, je suis absolument désolé, mais vous l'expliquez, dans la présentation que peut faire un avocat à son client lorsqu'il fait l'objet d'une enquête pénale, va lui expliquer qu'il y a effectivement peut-être la probabilité qu'il soit condamné au final, mais il y a surtout tous ces effets adverses, les perquisitions, les saisies, les gardes à vue qui vont arriver, etc. Et dans le calcul qui va être fait par l'entreprise, il y a tout un ensemble de facteurs qui vont être pris en compte pour dire, bon, si je veux éviter ça le plus rapidement possible, peut-être aurais-je intérêt à m'inscrire dans une démarche de coopération avec toutes les problématiques d'enquête interne, de communication spontanée des éléments, etc., pour en sortir le plus vite possible. Le déterminant pour avoir recours à une CRPC n'est pas exactement le même. On n'est pas sur une décision qui est une décision collégiale, on est sur une décision qui est une décision
individuelle et qui va se faire non pas par rapport à des considérations business, mais plus par des considérations de quelles sont les chances finalement en cas de renvoi à l'audience raisonnable pour que je sois condamné. Donc on n'est plus véritablement au même stade de réflexion. Alors tout ça, ce sont des grands ensembles, hein. On peut avoir des exemples qui contredisent ce que je dis, mais en général, on est plutôt sur ce type de schéma et on est sur des décisions qui arrivent plutôt en fin de procédure en général. Donc, aligner une CRPC personne physique avec une CJ personne morale, c'est possible, ça peut arriver. Mais en réalité, comme on n'est pas sur des timings qui correspondent parfaitement, c'est pas la situation que l'on retrouve le plus fréquemment. Donc, on sera plutôt dans des situations où on va avoir au mieux une alternance avec peut-être d'abord une CJIP et puis quelques mois ou quelques années après une CRPC. Ça, c'est le premier point sur les enjeux. Deuxième enjeu, c'est question pour une personne morale entre le choix entre CJIP et CRPC. Alors, le choix qui ne lui est pas nécessairement laissé, qui est un choix qui est opéré en réalité par le ministère public, avec parfois des situations, alors on l'a pas eu en France, mais ça peut arriver dans d'autres pays, où on peut avoir dans une même affaire, pour une personne morale, entre sa mère et ses filles, l'équivalent d'une CRPC, un plea bargain, par exemple aux États-Unis, et un DPA, l'équivalent de la CJIP. C'est arrivé notamment dans l'affaire Alstom, qui était poursuivie par le département de justice américain, où une partie des filles avait été poursuivie dans le cadre d'un DPA, et la mère sous forme de plea bargain, qui était une sanction, clairement, du ministère public américain vis-à-vis de ce qu'il avait jugé étant une absence de coopération suffisante de la part de cette entreprise, qui l'avait amené donc à ne pas proposer un DPA pour l'ensemble des acteurs, mais uniquement pour une partie d'entre eux et un plea bargain pour la mère, donc l'équivalent d'une CRPC chez nous. Alors, évidemment, mais c'est peut-être mieux en le redisant, mais ça a été dit, mais j'insiste dessus, les conséquences juridiques d'une CRPC ou d'une CJIP ne sont évidemment absolument pas les mêmes pour une personne morale. Pour une CJIP, on a finalement donc une non-déclaration de culpabilité. On a alors une extinction de l'action publique, donc on a des effets juridiques qui sont en réalité les effets de l'autorité de la chose jugée, puisqu'on ne peut pas revenir sur la décision qui était prise par le tribunal sur le plan de l'action publique, différent sur l'action civile, mais sur l'action publique. J'appuie parce que je nuancerai un peu le propos de Maître Goussens là-dessus. Et puis là où pour la CRPC, on est sur une déclaration de culpabilité, donc avec les effets qui sont des effets d'une condamnation classique, identique à ce qu'on a en cas de condamnation devant le tribunal. Les sanctions qui peuvent être prononcées ne sont absolument pas les mêmes. Une CJIP, finalement, le panel des sanctions est assez limité. On a l'amende d'intérêt public, on a la peine de mise en conformité et une obligation d'indemnisation des victimes éventuellement, un statut hybride de l'obligation en la matière. Alors que pour la CRPC, on retrouve tout un champ de peines qui sont les peines complémentaires qui sont encourues pour les personnes morales, qui peuvent aller, outre sur les amendes ou les peines de mise en conformité créées par la loi Sapin 2, puisque ça peut également être prononcé à titre de peine, tout un ensemble de sanctions qui peuvent aller jusqu'à la fermeture d'un établissement, l'exclusion des marchés publics, outre les cas d'automaticité, mais également la dissolution pure et simple de la personne morale mise en cause, donc en réalité la peine de mort civile qui existe toujours en cas de commission des faits par une personne morale. Donc on voit que le panel n'est pas exactement le même dans un cas comme dans l'autre. Ça, c'est pour les enjeux. Alors, quels sont les défis et les perspectives? Alors, j'ai essayé de reprendre un petit peu des points qui ont été élaborés les uns par les autres. Je ne veux pas déformer les pensées des uns et des autres, je vais essayer de les restituer et puis de dire à peu près comment moi je vois les choses du point de vue de l'autorité de poursuite. D'abord sur la question de, alors c'est pas du tout chronologique, mais sur la question de l'autodénonciation qui était abordée, je crois, par Maître Goussens, qui s'interrogeait sur, de manière rhétorique, sur l'intérêt de recourir à l'autodénonciation pour une entreprise. Il comprenait que de son point de vue, il n'en voyait pas. Alors, évidemment, je ne partage pas tout à fait ce point de vue. Moi, je ne crois pas du tout que la question de l'autodénonciation puisse se résumer à savoir est-ce que je vais avoir un discount ou pas quand je vais avoir le PNF. Personne n'est naïf, c'est pas ça la question. La question de l'autodénonciation, elle se situe en réalité sur un point, mais là je parle d'une pratique judiciaire, hein, pas d'une théorie, sur une pratique judiciaire, sur ce qu'on a observé ces 10 dernières années. Je parlais d'abord du contexte international. Dans quel contexte international se situe tout? Moi j'ai eu la chance de siéger pendant 5 ans à la représentation française auprès du groupe anticorruption de l'OCDE, donc j'ai pu observer d'assez près quelles étaient les pratiques des autorités, notamment anglo-saxonnes, américaines, en matière de lutte contre la corruption. Ce qu'on a observé, c'est que pendant ces années-là, jusqu'à la loi Sapin 2 de 2016, et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on est arrivé sur ce dispositif,
eh bien, l'absence de réactivité des autorités judiciaires françaises sur les agissements de corruption, spécifiquement de corruption internationale, faisait que, alors que pendant un certain nombre d'années, les autorités américaines s'étaient concentrées sur le marché local, et après avoir averti dûment les autorités françaises entre 1997 et 2002 de ce qu'une inaction française entraînerait une réaction de leur part, ça s'est acté au sein des travaux du groupe, eh bien, il y aurait une réaction de leur part. Et de fait, les sociétés, c'est un débat public, qui ont fait l'objet de poursuites par les autorités américaines, je pense à Total, je pense à Alstom, je pense à Safran venant en droit de Sagem, à Technip et autres entreprises, l'ont été, alors que, du point de vue français, on n'avait absolument aucune réaction des autorités judiciaires, ou si peu. Donc, oui, effectivement, ne pas venir s'autodénoncer, ça peut avoir la vertu d'attendre puis de voir ce qui se passe, et c'est prendre le risque que les premières autorités qui découvrent le pot au rose, si je puis dire, et qui lancent des poursuites, ne sont pas des autorités françaises, des autorités américaines. Alors vous me direz finalement, pourquoi plutôt se faire taper par les autorités françaises qu'américaines? Je pense que, du point de vue de l'entreprise, c'est assez évident. Se faire imposer une amende par une autorité étrangère qui n'accure finalement des conséquences économiques de la sanction, c'est pas la même chose que par une autorité française qui, elle, se préoccupe un petit peu des conséquences financières pour l'équilibre d'une entreprise et pour la pérennité de l'emploi, puisque c'est tout de même un objectif qui est important en termes de politique publique, y compris en termes de politique pénale. De même, la question de la mise en place des monitorings. Un monitoring qui est imposé par une autorité française, c'est peut-être quelque chose de plus protecteur qu'un monitoring équivalent imposé par une autorité étrangère avec un risque de fuite des informations vers des autorités mal intentionnées étrangères. Donc je pense qu'en réalité, ce débat de l'autonégociation, ça fait bien longtemps qu'on l'a réglé sur la question des vertus dans le cadre des marchés internationaux. Pour éventuellement s'interroger sur le point de savoir, mais finalement, quel est l'intérêt lorsqu'on n'est pas exposé à une entreprise qui n'est pas exposée à un risque international? On peut se poser cette question. On peut aussi constater que ces dernières années, que ce soit en matière fiscale, en matière de probité, en matière économique et financière d'une manière plus générale, il y a un certain nombre de moyens qui ont été déployés et mis en œuvre par les pouvoirs publics pour mieux détecter les faits auxquels nous parlons aujourd'hui et qui peuvent entrer dans le champ des CJ. Je rappelle simplement à titre d'illustration que encore récemment, le ministre du Budget, Gabriel Attal, a indiqué que les effectifs de TRACFIN, donc la cellule de détection des atteintes économiques et financières françaises, va être renforcée de 50 analystes supplémentaires. Il faut se souvenir que TRACFIN, il y a une quinzaine d'années, c'était une vingtaine d'agents. Aujourd'hui, c'est un service qui est intégré au premier cercle du service de renseignement, qui compte, je crois, presque 250 agents, au même titre que la DNRED, et qui devrait encore être renforcé dans les années qui viennent. Donc on voit les outils de détection aujourd'hui de ce type de faits via les flux financiers sont plus efficaces qu'ils n'étaient précédemment. Et évidemment, on peut jouer à l'autruche, tout à fait, et on peut prendre le risque aussi d'être rattrapé par la patrouille, enfin en l'occurrence par les Américains ou par TRACFIN, et d'en payer le prix ultérieurement. Donc je pense que cette question de l'autonodénonciation aujourd'hui, il faut être extrêmement prudent. C'est plus que la possibilité d'avoir un discount, c'est aussi la possibilité d'être poursuivi par une autorité qui saura le faire de manière raisonnable. Sur les défis et perspectives, je crois qu'une deuxième point qui a été abordé était sur la question de la publicité. Je crois que c'était Maître Saint-Martin qui l'évoquait. Pardon, excusez-moi, Maître Saint-Pierre, excusez-moi, Maître. Maître Saint-Pierre qui l'évoquait, effectivement, la question de la publicité. Alors, le choix entre CJIP et CRPC n'est pas complètement évident, puisque en réalité, on voit qu'aujourd'hui, la question de la publicité rejoint un peu la thématique de la transparence. C'est un sujet très, très à la mode pour les parlementaires, à tel point que la CJIP, effectivement, prévoit au 41-1-2 une obligation de publier l'intégralité du texte de la CJIP, mais également pour le parquet de diffuser un communiqué de presse pour expliciter, en vulgarisant les termes de la CJIP. Donc effectivement, c'est quelque chose qui ne peut pas passer sous les radars. Ça rejoint en ça une tendance plus générale, mais également qu'on retrouve pour les CRPC, puisque notamment la loi fraude qu'évoquait Marion David tout à l'heure prévoit dorénavant, donc dans un peu l'appréciation de ce que le ministre à l'époque qualifiait de name and shame, l'obligation, les peines obligatoires de publicité en cas de condamnation, de CRPC et de condamnation à l'audience pour des faits de fraude fiscale. Donc on est sur une tendance lourde, effectivement, d'élargissement de la publicité. La grosse différence entre la CJIP et la CRPC, je dirais, c'est un petit peu le coup du sparadrap. Quand vous passez à l'audience contentieuse classique, bien vous êtes sur des situations où on feuilletonne pendant plusieurs jours de procès.
Une CGIP, c'est un peu le sparadrap. Alors, c'est pas le sparadrap du capitaine Haddock, mais c'est le sparadrap qu'on retire d'un coup. Et on a une audience, on a un communiqué de presse, et on peut espérer que effectivement la publicité soit plus limitée. Mais globalement, je considère que ce sujet de la publicité quand même se rejoint un peu dans les deux cas de figure. La question des formes de la sanction est aussi un enjeu, un défi important pour les années à venir. Je crois que c'est Marion David qui en parlait à propos de la matière fiscale, de savoir qui pourrait demain effectuer l'équivalent des monitorings en matière fiscale. Ça, c'est effectivement, je crois, un vrai défi qu'il va falloir relever. La CGIP n'a pas du tout été pensée pour la matière fiscale. Hein. C'était vraiment une décalcomanie à la fois de la composition pénale et du DPA américain. On a rajouté, enfin les parlementaires, par voie d'amendement, lorsqu'ils ont repris l'amendement qui avait été retoqué par le Conseil d'État suite à la disjonction, avaient rajouté le blanchiment de fraude fiscale et puis avaient élargi la fraude fiscale. Mais effectivement, on se retrouve avec un dispositif qui est un peu bizarrement articulé sur le plan logistique, où une peine de mise en conformité anticorruption pourrait théoriquement être appliquée aux matières de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale. C'est du reste la solution qu'a retenue le parquet de Paris dans une CGIP récemment, puisqu'ils ont effectivement prévu un monitoring pour une affaire fiscale, donc un monitoring confié à l'AFA. Donc il y a quelque chose d'un petit peu étrange. Il y a certainement quelque chose à retravailler là-dessus, peut-être une peine de mise en conformité spécifique à la matière fiscale avec un opérateur ou en tout cas quelqu'un qui contrôlerait le self-assessment réalisé par l'opérateur économique. Quelque chose à réfléchir et qui est certainement une piste de recherche intéressante. Et puis je voudrais terminer évidemment sur la question du périmètre de la CGIP qui a été évoquée, je crois, en tout début de propos par Maître Mignon Colombet. C'est un sujet voilà, beaucoup de réflexions qui sont en cours. On peut s'interroger sur la pertinence d'ores et déjà de l'élargissement de la CGIP à la matière environnementale compte tenu de l'utilisation qui en est faite aujourd'hui. Je crois que malheureusement, on rejoint un peu les critiques qui avaient été formulées lorsque la loi Sapin 2 avait été adoptée sur le point de savoir si cette forme de justice transactionnelle ne serait pas un cadeau fait au col blanc. Je crois que la pratique qui a été faite en matière financière montre que le montant des amendes qui sont prononcées et les contraintes dans le cadre des programmes de mise en conformité montrent que ce n'est pas le cas. On est quand même sur des montants qui sont bien au-delà, pour les montants d'amende d'intérêt public, de ce qui a pu, de ce qui a même été encouru devant les tribunaux si les affaires avaient été envoyées. Donc je pense que la CGIP financière de ce point de vue-là a permis d'écarter la critique. On constate en revanche que pour les CGIP environnementales, les montants des amendes, indépendamment des plans de remédiation qui sont fixés, sont quand même relativement faibles. Hein. On est sur des montants qui vont de 1 000 à 5 000 euros, peut-être 15 000 euros, 60 000 euros, voilà. On est assez loin hein, des montants qui sont négociés dans le cadre des CGIP financières. Donc voilà, je crois que là-dessus, c'est une évolution qui a plus tendance à fragiliser le dispositif dans sa pratique. Peut-être que chose à retravailler dans sa conception. Donc un élargissement trop important, je pense que voilà, c'est quelque chose qui risque de fragiliser le dispositif. On peut s'interroger sur certains contentieux de niche comme la matière boursière et la matière de la concurrence notamment, mais aller au-delà, je pense que voilà, on prend là aussi le risque de fragiliser un dispositif qui, en tout cas sur la matière financière, a plutôt fait ses preuves ces dernières années. J'ai déjà été trop long. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le Premier vice-procureur Jérôme Simon. Alors maintenant, nous allons passer à la séquence questions. Je vais prendre une question de nos participants qui sont en ligne, et puis je prendrai ensuite une question dans la salle. Alors, en ligne, pardonnez-moi, voilà. Bonjour. Oula, pourquoi ça? Oui, parce que si on me remet, malheureusement... Si on me met un petit message, du coup, ça saute. Voilà. Bonjour. Jean-François Bonnert a exprimé son souhait d'étendre la CGIP aux infractions de concurrence pourtant dépénalisées en 1996. Alors, je reviens sur la question, pardonnez-moi. Pas de message là. Faut-il en conclure que le PNF estime qu'il est possible de poursuivre les personnes morales au titre de la complicité de la personne physique? Bon, ça, c'est une question à 1000 points, ça, monsieur. Mais j'ai l'impression que la réponse est oui. Alors, en fait,
les infractions en matière de concurrence n'ont pas été dépénalisées en 87. On parle je pense, de l'ordonnance de 86. 86, c'est ça. Pardon, c'est moi qui me suis trompé dans la lecture. En réalité, je me situe un peu sur le temps long. Les infractions en matière de concurrence, en réalité, c'est en histoire du droit pénal des affaires, ça fait partie quasiment de la première catégorie d'infractions qui ont été pénalisées. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, grand mouvement post-à-mort. Et de facto, ce qu'on a observé, c'est que l'autorité judiciaire était très très mal outillée pour poursuivre ce type d'agissement. D'où, dans cette vague effectivement plus globale de dépénalisation, l'ordonnance de 86 est venue faire un petit peu de ménage, mais a laissé subsister la possibilité de poursuivre notamment les ententes illicites et les abus de position dominante concernant les personnes physiques. Ce que spécifiait le texte, effectivement, et le spécifie toujours. Sans compétence particulière pour une autorité judiciaire, avec en parallèle la création du Conseil de la concurrence pour traiter les manquements administratifs pour les personnes morales. Ce qui s'est passé, c'est que donc récemment, le PNF s'est vu conférer une compétence spécifique pour enquêter sur ces faits. On avait une petite poignée d'enquêtes qui étaient en cours, je crois 6 ou 7 enquêtes en 2020 là-dessus sur l'ensemble du territoire, donc avec l'idée de concentrer les moyens et l'expertise. Est-ce que on peut considérer que sur la base du texte de 86, qui expressément mentionne les personnes physiques, le PNF peut poursuivre également les personnes morales? Donc il y a une discussion là-dessus. Un point est de considérer que selon une lecture stricte du texte, eh bien, puisque le texte parle des personnes physiques, eh bien, on ne pourrait poursuivre que les personnes physiques. Une autre lecture consiste à rappeler que lorsqu'en 86 le législateur intervient, il n'y a pas de responsabilité possible pour les personnes morales qui existent, sauf texte spécifique. Et que postérieurement à cela, je crois que c'est la loi de 2000, vient généraliser le principe de responsabilité pénale des personnes morales, sauf exclusion expresse par la loi. Et il n'est pas dit que ce texte, finalement, procède à une exclusion expresse, mais soit simplement une survivance d'une rédaction légistique qui date de 86. Donc ça, je pense que c'est un sujet, en réalité, c'est un sujet qui n'est pas très simple. Moi, mon point de vue, mais qui est un point de vue personnel, c'est assez compliqué. C'est que je pense qu'on peut poursuivre. Mais je pense qu'en réalité, ce sujet devrait être tranché vraisemblablement par un tribunal. Mais toujours le juge, nous y revenons. Exactement. Respect au juge. D'ailleurs, avant de demander à la salle s'il y a une question, j'ai moi-même une question, parce que je me suis dit, vous savez, dans les films américains, on voit parfois un homme qui a plaidé coupable, Steven peut-être Steven Dreyfus, qui est dans la salle, qui interviendra tout à l'heure dans la dernière table ronde, qui est un ancien procureur américain, aujourd'hui avocat aux États-Unis, très francophile, ancien président de l'EUA. Tu peux bien sûr contribuer à cette réponse-là. Dans les films américains, on voit un homme qui a plaidé coupable, enfin à qui on a proposé un plaidé coupable avec une peine avantageuse, 6 mois dans une prison aux Bahamas, par exemple, et à la condition qu'il témoigne contre d'autres mises en cause dans la même affaire, parce que le procureur américain n'a pas toutes les preuves, toutes les informations nécessaires pour obtenir une condamnation certaine devant le tribunal. Alors que si cette personne témoigne, eh bien, avec cet arrangement, eh bien, finalement, cela renforcerait un peu la poursuite. Est-ce que c'est du pur cinéma, monsieur le procureur? Est-ce qu'en France, on serait est-ce que ça pourrait arriver en France comme ça peut arriver dans les films américains? Everything is possible, I think. Non, alors comme je suis pas procureur américain, je vais très très modestement vous répondre pour ce qui est de la position. Moi, je trouve ça assez formidable et j'adore ces séries américaines dans lesquelles j'étais moi-même versé. Alors, moi, on en avait un peu discuté ensemble dans le cadre de la réunion préparatoire de ce cas de figure, oui, et du coup, je me suis un peu. Alors, c'est pas du tout la pratique aujourd'hui, moi, telle que je la connais personnellement. Moi, je veux pas parler pour l'ensemble de mes collègues procureurs sur l'ensemble du territoire, mais je l'ai pas vu pratiquer ainsi. C'est-à-dire que je n'ai jamais été amené moi-même à négocier une forme d'immunité ou de réduction de peine contre un témoignage un peu à l'américaine. Parce que alors, je pense pas que les textes l'interdisent, en réalité, ce que j'ai revérifié. Donc, je pense dans le silence de la loi, c'est quelque chose qui pourrait s'envisager. Simplement, un, c'est pas tout à fait notre culture, et deux, surtout, ce type de deal, à mon sens, ne serait pas en tant que tel opposable au juge. C'est-à-dire que si vous allez devant le juge en disant, écoutez, monsieur le juge, je vous remercie de constater l'extinction de l'action publique, donc l'immunité concernant, parce qu'il faut bien une décision de justice.
Le juge fait absolument ce qu'il veut. Il n'est pas tenu par le deal qui a été négocié. Mais le juge n'est pas informé dans cette condition-là de l'accord, du contrat passé, entre guillemets. Oui, mais pour qu'il y ait une immunité, il faut bien qu'il y ait une décision de justice. Immunité ou réduction de peine, c'est un peu, Ah, voyez, oui. c'est Alors, ou une peine avec sursis, par exemple. Mais même s'il y a une réduction de peine ou une peine avec sursis, il faudra de toute façon la faire homologuer par un juge. Or, le juge a toujours la possibilité, non pas de modifier sa peine, mais de refuser l'homologation s'il estime que c'est trop léger. Donc, c'est-à-dire que mais je connais pas bien le système américain, donc je sais pas si dans le système américain le juge est lié, mais en tout cas, dans le système français, je pense que c'est un peu la limite du dispositif. Donc, je pense pas que ce soit impossible. Je m'interroge sur, en l'état de la législation, le caractère praticable et est-ce que ce serait pas un petit peu, alors je ne veux pas le mettre dans la peau d'un avocat, loin de là, mais est-ce que ce serait pas un petit peu un jeu de dupe pour le prévenu? Mais voilà. Steve, oui, tu veux prendre le micro et. Et est-ce que, à l'instant qu'il intervienne, est-ce que vous avez une question? Est-ce que vous avez une question dans la salle en attendant que Steven. Le micro. Oui, le micro arrive. C'est très intéressant ta question parce que effectivement, c'est pas du cinéma, ça fait partie de la stratégie fondamentale du pénaliste américain confronté à une enquête avec plusieurs cibles. Parce que tout le travail de l'avocat, c'est de positionner son client comme celui qui n'est pas le plus responsable et donc de gagner la course au bureau du procureur pour proposer au procureur qui va l'aider en condamnant le plus responsable en contrepartie d'une peine allégée. Et donc, tout le problème du procureur que j'étais était d'être sûr de savoir à ce moment-là qui est le plus responsable. Parce que le grand piège pour le procureur, c'est de faire coopérer celui qui s'avère le plus responsable pour la poursuite du moins responsable. Et donc il faut être conscient de ce risque en tant que procureur, mais c'est pas du cinéma, c'est même une stratégie fondamentale dans les affaires du droit pénal des affaires. Merci Steven. Question dans la salle qui. Alors, moi, j'en ai une autre, mais qu'est-ce qu'on peut négocier avec vous, monsieur le procureur? Qu'est-ce que je peux négocier avec vous si jamais vous me proposez une CRPC ou une CJIP? Et alors, j'ai lu les lignes directrices, je sais que j'ai un barème, okay, mais même si, le barème, ça se négocie aussi, non? Ou tout est possible. Alors, quelles sont les conditions favorables qui vont me permettre d'obtenir une bonne réduction de peine appropriée que mon client estimera appropriée pour lui, ou une sanction appropriée? Qu'est-ce que je peux négocier avec vous? Alors, là aussi, je crois, dans l'absolu, tout est possible, tout est permis. On peut tout espérer. Si vous voyez en matière de CJIP, on a fait ce travail un peu pédagogique, d'explicitation, justement, des différentes conditions dans lesquelles on a recours potentiellement à la CJIP. Et déjà, la possibilité d'avoir recours à la CJIP, le préalable, c'est la notion de bonne foi. La notion de bonne foi, elle s'apprécie, alors, soit par l'autodénonciation, la volonté rapide et réelle de venir s'inscrire dans un processus de mise à disposition d'informations en justice, soit en cas de découverte par les autorités, par la coopération active pour participer à la révélation rapide de l'ensemble et de l'intégralité des faits. Donc déjà, cette coopération, ça permet de s'inscrire pour une personne morale dans le process de justice transactionnelle. Et puis après, je dirais, tout est négociable. Une fois qu'on a déterminé les avantages tirés des manquements, vous avez donc la partie afflictive de l'amende qui vient se superposer avec un certain nombre de facteurs majorants et minorants qui peuvent être appliqués. Et la question donc de l'application de ces facteurs et la question de l'application pour chaque facteur d'un pourcentage, parce qu'on a précisé les pourcentages, mais qui sont de pourcentage maximum, eh bien tout ça peut faire l'objet de discussions au cas par cas,
en fonction des éléments qui sont justificatifs qui sont apportés, mais également de la bonne foi et de la coopération de la personne morale dans l'ensemble du processus. Pour les personnes physiques, alors les choses sont moins dans le cadre d'une procédure de CRPC, eh bien les choses sont moins codifiées. Après, il y a les critères légaux, évidemment, hein, qui déterminent l'accès à une CRPC. On ne peut pas avoir des CRPC dans tout type de contentieux. Mais pour ce qui nous intéresse en matière économique et financière, eh bien la brèche a été, je crois, assez largement ouverte ces dernières années, y compris en matière fiscale. Et nous avons désormais recours à la CRPC en matière fiscale. Donc, ce qui est certain, c'est que, et on le voit notamment sur les différents papers, les Panama Papers, les Dubai Papers, etc., la démarche d'un individu vis-à-vis du PNF pour venir révéler les faits et venir clarifier sa situation à la fois vis-à-vis de l'administration fiscale mais vis-à-vis du PNF, ce sont des facteurs très très puissants pour obtenir une CRPC. Avec toujours cette question derrière, c'est évidemment l'inconnu de l'homologation par le juge. Ça, on rejoint le sujet qu'on a évoqué, je crois, précédemment, qui fait partie des défis et perspectives. C'est quid, effectivement, du périmètre et de l'office du juge en la matière. Est-ce qu'on doit considérer, au regard des textes, que le juge, finalement, doit opérer un simple contrôle formel de l'égalité des conditions de recours à l'homologation, ou est-ce qu'il peut, comme il semble être la pratique aujourd'hui, opérer un contrôle d'opportunité ? Et si tel est le cas, la question qui doit se poser aujourd'hui, je crois qu'elle a été évoquée par Maître Mignon-Colombet, c'est notamment la question de savoir finalement comment se fait-il que bien le prévenu et le ministère public qui tombent d'accord sur ce type de décision, le prévenu dans son intérêt personnel et le ministère public pour l'intérêt général, eh bien, ne dispose pas, s'agissant d'une décision faisant grief à la fois à l'intérêt général, mais également à l'intérêt particulier du prévenu, ne pas interjeter appel contre cette décision pour la faire réexaminer, au moins en opportunité, par une formation collégiale. Donc ça, c'est une vraie question qui pourrait être posée, à supposer que des questions puissent être posées aux législateurs, mais je crois que ça fait partie effectivement des thèmes de débat. Je ne crois pas qu'on puisse revenir sur l'office du juge, le périmètre du juge, c'est quelque chose qui me paraît compliqué. Puis à titre personnel, moi je ne suis pas du tout favorable, je trouve que le juge est dans son rôle. Simplement avoir la question du double regard, ça c'est quelque chose qui me paraît faire partie des principes de bonne loi en la matière. Merci. Je voudrais juste rebondir sur ta question, Mathieu. Je crois qu'il faut veiller dans cette période un peu incertaine avec ce juge homologateur qui homologue pas toujours, à faire en sorte que la discussion que nous entreprenons, nous les avocats, avec le procureur, ne soit pas biaisée par l'idée qu'il y a un aléa réel judiciaire, mais que les termes de la discussion, parce qu'on disait tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut négocier, soient pas « Ah, mais alors, élevons le débat de la négociation parce qu'il y a un risque de non-homologation », de sorte qu'il y aurait une surenchère qui ne serait pas saine, parce que pas conforme au principe de proportionnalité, parce qu'on craindrait que le juge, in fine, trouve que la peine soit trop clémente. Donc, d'où la nécessité d'avoir une plus grande prévisibilité, je pense, qui ne soit pas dépendante de l'aléa judiciaire qui existe, mais qui doit être cadré. Merci. Enfin, je voudrais peut-être Ah non. Maintenant, excusez-moi, c'est le temps de la synthèse, puisque nous sommes arrivés à l'expiration, mais je voudrais quand même du temps par la table ronde. Donc, je voudrais laisser à Madame le professeur Marianne Frison-Roche le temps de la synthèse sur notre table ronde. Moi, je ne vote pas de synthèse. J'ai juste écouté puis regardé le titre parce que ça a été très commenté le titre. J'ai regardé que le fait qu'il y avait un pluriel à enjeu, un pluriel à défi, mais il n'y avait qu'une seule perspective. Hein? C'est sûrement une faute d'orthographe de ma part. Mais vous savez, c'est toujours très parlant. Une seule perspective. Et je me suis dit, mais c'est quoi l'unique perspective? Alors, l'unique perspective, ça a été assez bien dit, c'est que, il faut s'entendre avec le procureur. Ça, c'est la perspective, et ça a été tout à fait dit très clairement, par exemple par Maître François Saint-Pierre, qui a dit, il faut le faire parce que de toute façon, c'est notre intérêt. Il y a qu'une seule perspective. Il faut que ça marche au bénéfice de tout le monde. Et il a dit, je cite, rationnellement, il faut dire oui au procureur. Et le procureur a dit, tout ça, c'est absolument acquis.
c'est au bénéfice de tout le monde. Ça vient d'être dit à l'instant. Moi, je défends l'intérêt général. Mon interlocuteur défend son intérêt privé et ils sont convergents. D'ailleurs, il faudrait diminuer l'aléa que constitue un contrôle du juge et donc il faudrait un peu diminuer ce pouvoir du juge. Déjà, j'avais trouvé pendant les 2 jours que le juge, il était déjà pas présent et donc le peu qu'il est présent, il est déjà, disons, c'est lui qui mettrait de l'aléa dans le système et tous les arguments qui ont été présentés en sens contraire, mais le malheureux qui était filmé et ne pouvait pas dire le contraire, ont été qualifiés, je cite, de rhétorique. Donc, pourquoi pas, c'est une façon de désigner ceux qui ne pensent pas comme vous. Donc, ce qui a été cuisiné comme ça, était donc rhétorique. Mais ça, la perspective, c'est trouver un accord puisque ça convient à tout le monde. Et après, on a dit, mais quand même, ça s'articule quand même pas très bien. Et donc, par exemple, Marion David a dit, il faut quand même trouver un truc. Il faut trouver un truc. Allez, trouvons un truc. Et puis, et donc, on va bien se débrouiller pour trouver un truc pour que quand même ça marche parce qu'on voit bien que ça rentre pas tout à fait bien. Et puis, Philippe Gossens a dit, de toute façon, quand on entre là-dedans, il faut quand même être joueur parce qu'il y a des risques et puis il y a des risques. Et puis, vous venez de poser une question et là, M. Jérôme Simon a dit, oui, mais vous pouvez tout espérer. Quand vous venez nous voir, vous pouvez tout espérer. Pourquoi pas? Si on a l'esprit joueur, on peut tout espérer. Alors, je vois bien quand même qu'il y a l'espoir d'une sorte de martingale. On va pouvoir trouver une martingale pour que la CGIP, qu'on comprend bien, la CRPC qui est d'une autre nature, on nous a expliqué que ça ne se ressemblait pas, on allait arriver à faire la combinaison la moins pire, c'est-à-dire la meilleure, parce que sinon, on va vers l'inconnu. Mais comme on peut tout espérer, dans un arrangement, au bénéfice de tous, ça ira très bien. Alors, qu'est-ce qu'on voit quand même? Ce qu'on voit quand même, c'est que dans la pluralité des défis, de toute façon, il y a un climat de confiance. Et l'idée, c'est qu'il y a un climat de fait de confiance que l'on sent tout à fait bien entre l'avocat et le procureur avec une inspiration directe du droit américain, même s'il y a un décalage dans le temps, il y a un décalage entre les personnes, il y a un décalage entre les instruments. Et donc, l'idée, c'est d'instaurer un climat de confiance entre non seulement ces personnages-là, mais ça a été dit par François Saint-Pierre, il y a aussi un climat de confiance entre l'avocat et le client. Parce que le client, il a l'impression de n'être pas du tout défendu. Et puis, vous l'avez très bien expliqué, il y a un prix de la frustration, parce que lui, non seulement il a l'impression d'être frustré, mais après, il va falloir qu'il aille l'expliquer à ses salariés, au conseil d'administration, qu'il y a certes un climat de confiance, mais je pense qu'il ne va pas aller raconter qu'il y a de droit. Il n'y a pas d'articulation. Et là, je me dis, enfin, je vous ai écouté, quelles sont les distorsions auxquelles paraît? Mais il y en a quand même beaucoup. Il y a d'abord le fait qu'il faudrait, dans ces distorsions, arriver à obtenir sans doute de fait, j'imagine, l'espoir d'une sorte de package, ce serait tellement bien. Un package pour limiter d'abord la distorsion dans le temps, sauf à considérer qu'il y a par nature 2 timings différents. Monsieur Simon nous l'a très bien expliqué. Ce ne sont pas les mêmes timings. Donc, de toute façon, il faudra faire avec. Mais Maître Mignon-Colombé a dit quand même, ça serait bien quand même un seul règlement, parce que c'est quand même les mêmes personnes, la même entreprise, les mêmes faits, donc qu'il n'y ait pas le même règlement, c'est un peu contrariant. Et comment y arriver si le législateur n'intervient pas? Et puis, il y a l'espoir d'un même package pour limiter la distorsion. Et là, juste pendant la discussion, vous avez parlé par exemple de la distorsion entre l'action du parquet national financier et l'autorité de concurrence. Ça m'arrive de faire un peu de droit de la concurrence dans l'autorité de concurrence. Ça les soucie quand même beaucoup, cette distorsion. Et pour limiter la distorsion entre l'action judiciaire, là on a eu l'exemple du fiscal, et dans l'action
entre l'action judiciaire et l'action administrative, mais c'est la même chose en droit de la concurrence. Et là, Madame Marion David a évoqué les différences de qualification, par exemple dans le cas Google. Et on est revenu sur les questions de non bis in idem et le fait que, heureusement, dans la pratique, parce que tout le monde s'entend bien, parce que l'on a confiance, parce qu'on peut tout espérer, ça s'arrangera bien de fait. Alors, les solutions proposées, c'était vraiment extrêmement intéressant parce que tout le monde a eu des idées. Beaucoup d'idées, soit de fait, soit de droit. D'abord, les moniteurs. Les moniteurs dont on avait jusqu'ici assez peu parlé, mais dont dans d'autres cénacles on parle beaucoup. Les moniteurs, soit que le législateur le fasse, par exemple, Maître Marion David a demandé à ce que le législateur vienne pour mieux organiser l'intervention des moniteurs. Et puis, peut-être le juge, ce juge qui tout à coup paraissait comme un élément en plus de contrariété, mais le juge, il a autant de mémoire que l'enfant de 2 ans qui a été convoqué par Maître Philippe Cossens qui disait, même un enfant de 2 ans, c'est que quand les faits sont identiques, que l'élément central, c'est la preuve. Et donc, Philippe Cossens dit, peut-être que nous faisons semblant de ne pas le savoir, mais même un enfant de 2 ans l'aurait su. Et le juge, peut-être qu'il a autant de mémoire que cet enfant de 2 ans, pour que le juge, et ça a été une proposition faite pour le législateur, qu'on fasse en sorte que le juge qui a refusé d'homologuer ne puisse plus connaître du dossier. C'est une proposition qui a été faite. Et je me suis dit, je vous ai écouté, vous qui connaissez si bien la pratique à différents endroits, est-ce qu'il faut nécessairement que le législateur toujours intervienne, puisque vous pratiquez si bien, que vous vous connaissez si bien? Et par exemple, Maître Mignon-Colombet a dit, mais nous pourrions nous engager davantage, puisque de toute façon, ce sont des engagements. Puisque ce qui est essentiel, c'est cet engagement sans doute réciproque de la part d'un parquet qui veut bien s'engager, qui fait la proposition, de la part d'entreprises dont de toute façon on ne sait plus quel est le premier qui va voir l'autre et de toute façon on se voit suivant. Les entreprises pourraient elles-mêmes s'engager. Et j'ai entendu aussi qu'il pourrait par exemple y avoir des moniteurs qui pourraient spontanément être proposés par des entreprises. Donc finalement, puisque l'essentiel, ce serait des engagements pour le futur. Parce qu'on a parlé du montant. Souvent, il y a des montants, par exemple, dans les CJIP environnementales, les montants sont faibles, mais les engagements de faire sont beaucoup plus importants. Donc, s'il y avait des engagements plus forts de la part des entreprises face à un parquet, ou bien éventuellement un juge, dont tout à coup on se mettrait à tolérer un peu plus la présence, qui permettrait des engagements, peut-être ce seraient des solutions d'avenir. Donc là, je me dis peut-être que perspective mériterait un S. Merci, Madame le professeur. On va faire. Est-ce qu'on fait une petite pause avant de. Oui, vous voulez une petite pause et un petit café avant de reprendre très rapidement. Donc 5 minutes avant de reprendre. Dans le prolongement de la parole de l'université, je voudrais annoncer l'ouverture des inscriptions pour un DU, Compliance Officer. Je l'ai promis à Emmanuel Bryn, mon confrère Emmanuel Bryn, qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui, mais il co-dirige un DU, diplôme d'université Compliance Officer à Paris 2, et les inscriptions sont ouvertes à partir du 15 mai au 30 juin. Je vous invite à regarder cette formation pour celles et ceux qui ont un intérêt à la faire, ou bien qui, autour de vous, voilà, partagez l'information. Voilà, merci.